Bon, donc, en fait, ce qui est le point de départ avec l'enregistrement de Dante Il Padiel de ce colloque, c'est aussi que ont été publiés au début des années 2000 un ensemble d'infermes qui sont véritablement, on ne sait pas comment les appeler, ce ne sont pas des imitations de la comédie, ce sont des variations dans ce toscan corcisé dont nous avons parlé hier. Et donc, que nous avons entrepris depuis plusieurs années déjà, que nous avons fait traduire par Marie-Jean Michiguer, qui a fait une traduction et que nous allons publier. Et puis, donc, nous constituons un petit recueil. Nous en avons trouvé d'autres, et ce sont ces questions-là qui seront débattues dans cette table ronde, avec donc Pierre Santucci, qui est à l'origine du projet, qui m'a parlé pour la première fois de ces infernes et que moi, dont j'ignorais tout. Jacques Fouzine, qui a fait la préface de ce volume que nous allons publier, que nous aurions dû publier dans le cours de l'année, mais les choses ont traîné, et qui aussi vous expliquera comment il a eu connaissance de ces infernes. Fabricio Franceschini, qui connaît très bien toutes ces questions que vous connaissez déjà, et Giovanni Ragni, que vous connaissez déjà aussi si vous étiez là à Bastia, et qui fait une thèse de doctorat en co-tutelle avec l'Université de Florence sur le Pianeri Rispondi et plus précisément les relations entre la Corse et la Toscane du point de vue des traditions poétiques et musicales anciennes. Voilà, je laisse la parole à Jacques et vous débattez. Puis ensuite, bien sûr, la table ronde est aussi un débat et un échange avec la salle. D'accord, merci Françoise. D'autant plus que c'est la dernière table ronde de ce convent, qui a été très bon, qui était remarquable. Françoise me dit d'ailleurs que le dernier jour, aujourd'hui, ils ont visité la fameuse chapelle qui venait d'être restaurée, et ils ont remarqué qu'il y avait précisément ce qui est inscrit dans l'enfer, la porte de l'enfer. C'est fabuleux. Et ça n'a pas été fait exprès, hein. C'est pas un réglage. Et en plus, il me semble que ça remarque, c'est exactement l'idée qu'on voudrait développer aussi ici aujourd'hui. Puisque à partir de grands noms de Dante et la Comédie, bien sûr, on a essayé de trouver ce que j'ai appelé des échos des échos lointains, alourdis peut-être pas très bons non plus, peu importe. Mais l'essentiel, ce sont des échos. Un peu comme l'inscription, qui au lieu d'inscrire est comme ça, et se fait comme ça, etc. Peut-être que c'est écrit aussi, parce que, alors évidemment, un des éléments qu'on a beaucoup évoqué au cours des journées qui ont précédé celle-ci, c'est justement, est-ce qu'on va se fier à des écrits, ou est-ce qu'on va se fier à autre chose, à l'oral? Mais évidemment, on sait que c'est un vrai problème, celui-là, de toutes les recherches. Si on se fie à l'oral, on se fie évidemment à la transmission qu'on appelle chez nous la transmission à bocca. C'est-à-dire que c'est un peu aléatoire. Parce que, évidemment, ça passe par un certain nombre de témoins, en quelque sorte, qui passent ce qu'ils ont entendu. Mais c'est comme dans ce jeu appelé peut-être improprement téléphone arabe, où on commence à dire une phrase et qu'on la passe dans l'oreille de l'autre, et à la fin, ça devient quelque chose de tout à fait d'autre. Alors, il y a ce risque-là, bien entendu. Et je crois que pour l'oral, il y a ça. Il y a une transmission qui s'est faite, effectivement, incontestablement, parce qu'il y a des choses qui résistent encore et qu'on retrouve encore aujourd'hui, même malgré des formations, etc. Hier, Francis Berling disait que justement, comme il n'y a aucune trace écrite de la manière dont c'était chanté, on est obligé de reconstituer plus ou moins, recréer, etc. Ou essayer d'être fidèle, mais à quoi? On ne sait pas trop. Alors, tout ça pour revenir à nos traces écrites. Nous, on a quelques traces écrites. Parce qu'il y a effectivement, dans cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a une période qui encore, c'est une période extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Parce qu'elle correspond non seulement à une évolution de la langue, c'est-à-dire à une espèce de culture encore présente de l'italien et de la culture originelle, en quelque sorte, de la nation corse, comme disait quelqu'un hier, hein, de la nation au sens identitaire du terme. Hein. Voilà, tu as raison de dire ça, parce que c'était exactement juste. Et, au fond, ce qui est en train de la remplacer, c'est le français nouveau venu, en quelque sorte. Mais ça se passe où?
Ça se passe non dans toute la Corse comme ça, comme d'une manière un peu schématique, mais surtout dans le centre de la Corse. Ce centre qui était rural et majoritaire démographiquement. Vous savez que la Castagnice, au centre de la Corse, était considérée dans les années 1880 et quelques, avec une densité telle qu'elle voisinait avec la densité du bassin parisien à la même époque. Ça me semble anormal, et pourtant c'était ça. Et parce que les villes, ce qu'on appelle les villes aujourd'hui, Bastia et Ajaccio, c'était des villes, des bourgades, des grosses bourgades à l'époque. Ce n'étaient pas des villes qui sont devenues importantes, elles le sont devenues après. Quand le rivage s'est développé, etc. Mais tant que le rivage est resté ce qu'il était, il est resté longtemps. Moi, je suis parti de Corse en 1960. Le rivage, on allait de Bastia à la Castagnice, il n'y avait personne sur la côte orientale. Moriani-Plage, il y avait 3 maisons. Enfin, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, bon, on ne reconnaît plus. Bon, eh bien, c'est ce qui s'est passé dans ce début du XXe siècle. Or, les quelques traces que nous avons trouvées, ce sont des traces qui sont précisément celles des lunarii. Annalise connaît les lunarii, les calendriers de cette époque, qui sont l'artigian des pescadors de Chiaraval, par exemple, et l'artigian Nopré, etc. Un certain nombre de petits journaux comme ça, qui étaient des journaux qui entraient dans les maisons rapidement, parce que c'est entré comme n'importe quoi, en quelque sorte, c'était pas cher, et il y avait dans ces journaux une manière de correspondance entre les gens qui écrivaient à l'époque. Alors c'était une poésie pas très colta, plutôt populaire, hein, une poésie comme parce que la plupart du temps, ils n'étaient pas instruits, ces gens-là. Et pourtant, ces almanachs, et ce qui rentrait dans la maison, c'est ce qui a permis, probablement, selon moi, la diffusion extraordinaire de la Tramontana, qui, en 1896, avec Santo Gazzano, est devenu le journal dont on parlait le plus, etc., et qui recevait le plus de monde. Et d'ailleurs, y compris pour ces gens-là qui se servaient de Santo Gazzano comme une espèce de professeur qui allait juger ce qu'il faisait, si c'était bon ou pas. Voilà, en gros, ce qui tourne, le terrain dans lequel, justement, nous avons essayé de travailler et de réfléchir sur cette transmission. Or, parmi ces gens-là, il y en a quelques-uns. On a trouvé les listes, hein. Il y en a pas si nombreux que ça. Mais un qui est réputé à l'époque, c'est Nadale Luxaro de Rose. Non seulement parce que c'était un de ceux qui écrivait le plus, et pas un des plus instruits, loin de là, mais parce que lui et 2 ou 3 autres, ils ont tenté d'écrire l'inferno, leur inferno à eux. Alors, évidemment, c'était une espèce de correspondance dans laquelle ils se mesuraient entre eux, bien entendu. Et c'est à partir de là que nous avons essayé de réfléchir. Comment sont ces inferni en question? Bien sûr qu'ils ont été traduits. Alors, Marie-Jean Mencigua, qui est un italianiste connu, mais qui est très malade maintenant et qui ne peut pas se déplacer du tout, qui a été mon élève, mon maître, et dit que je suis devenu son élève. Et que c'est mon élève qui est devenu son maître, dit-il dans une dédicace. Mais le corse, il ne connaît pas trop. Mais l'italien, oui. Donc, comme ce corse-là est très imprégné d'italien, il a fait une traduction remarquable, vraiment en créant des choses. On va parler de la traduction dans quelques jours, mais là, il a recréé vraiment une traduction qui est une création vraiment intéressante. Ça m'a impressionné vraiment beaucoup. Voilà, en 2 mots, pour commencer, hein, mais après je vous laisse la parole, bien sûr. On va la donner à Fabrizio, en premier. Merci, Giacomo. Merci. Bien. Et je voudrais commencer avec la question simple de notre table ronde. Pourquoi Dante en Corse? Bon, chers amis, demandez-le à ces moines franciscains, à ces peintres qui ont décoré la chapelle de Sant'Omar in Pecoreccia avec l'inscription comme lit au commencement du chantoire de la comédie. Et voyons un peu. Giacomo disait l'écrit et l'oral. Je réponds maintenant à une question dont on a discuté lorsque Giovanni Chesi a évoqué l'épisode de Bocca, de Sacchetti, ou bien il y en a d'autres en ce cambi di Dante.
extrêmement fâché parce que tout le monde connaissait ces vers, mais tout le monde ajoutait quelque chose, et le conducteur des ânes disait nel mezzo del cammino, arri, vas-y, ce qu'il disait à l'âne qui conduisait, et il était fâché. Mais, attention, c'est quoi l'écrit? Commençons par ça, parce que si l'on voit ce qu'on a vu ce matin, ça a été une belle découverte. On lit, j'ai la photo, bien sûr, avec moi, hein, les vers per me si va nella città dolente. Nous n'avons pas lu città avec deux te, mais città avec un te. Et c'est comme en Corse, on dit città, agita, c'est comme un puissant. Mais aussi, il y a des traces dans cette inscription. Peut-être, je vais réfléchir là-dessous, peut-être des moines qui étaient des franciscains de l'observance, il y a une certaine trace, disons, de l'Italie centrale, non pas toscane. Mais dans ma présentation, j'ai cité un manuscrit qui a été écrit en 1347 à Pise par un jeune homme lucquois. Alors, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita, quanto a dire quelle cose, e sta serva selvaggia. Ce jeune homme écrivait selvaggia, comme dans la vulgaire, c'est aussi dans les dialectes puissants, on dit selvaggio, et par la suite, il dit tanto amara che poco è più morte. No, tanto amara che poco è più morte. Et lorsque le texte arrive à la magrezza, l'altezza e la gravezza, il écrit magrezza, gravezza, altezza. Et lorsqu'aussi il y a des changements lexicaux, non pas seulement phonétiques, dans les vers quale nell'Arsenale dei Veneziani. Dante présente une description de l'arsenal de Venise qu'il avait vu. Il est mort par malheur en revenant à la veine de Venise. Il s'était rendu plusieurs fois à Venise. Il avait vu ces grandes fabriques de navires, de bateaux. Bon, ce type écrit qua nella tersanaia dei Veneziani, parce qu'à Pise on disait tersana, c'était le mot tiré de l'arabe d'Arasina, qui donnait en Venise Arsana, qui donnait à Pise Tersanaia, qui donne à Venise Darsana. Au Darsana, si l'on va voir les manuscrits qui se trouvent tout près d'Altona, en Allemagne, c'est un manuscrit qu'on a écrit à Gênes, on lit qua nella Darsana. Alors, on changeait dans l'écriture aussi. Les copistes du nord de l'Italie changeaient toujours la phonétique, et les copistes de l'Italie centrale, lorsque on avait O, écrivait OU. Alors, si hier soir, les magnifiques chanteurs de Dante in Paghiera, à un certain moment, disaient spavantu, en écrivant un copiste de l'Italie, du centre de l'Italie, pourrait avoir écrit Spavento, ou bien, je viens de le dire, poco per poco, c'est bien commun, un grand commentateur de Dante, Jacopo della Lana, dice ornada parladura, parce que, comme on peut voir dans les Corses, il y a cette sonorisation. Alors, ce que je veux dire, et je termine parce qu'on veut faire une discussion très libre, est que les textes de Dante, c'est une question qu'avait posée Giovanni, il va peut-être répondre à cette question. Dans la présentation orale, et autant plus
dans la présentation chantée, reçoit quelque chose en plus de puissance, parce que l'écriture personnelle et muette, bon, nous permet d'apprécier les textes, mais fait perdre, laisse courir beaucoup de... Aussi l'écriture déclamée ajoute quelque chose, mais je le disais hier soir aux amis du groupe qui a chanté Dante Paghietta. Je termine avec mon expérience d'hier soir. Alors, lorsque j'ai lu une page de Dante, mon œil court sur la page et tout d'un coup recueille un vers, 3 vers. Lorsque hier soir j'écoutais, alors parfois les chants en païenne étaient une espèce de... mais ravissait, disons, mais ravissait. Mais à un certain moment, la parole, par exemple, les fiches de l'homme qui est dans la Trinité, revenait avec une puissance, pour moi, ce n'est pas de la rhétorique, c'est la présentation d'une expérience que moi-même, j'ai eu avec ça. Certains mots-clés arrivaient fortement potentiels, avec une vis extrêmement plus forte. Alors, je dis que je suis absolument sûr que demain soir, à l'antenne spatiale et cosmique qui s'appelle Virgo, on a parlé des muses, d'Arethusa, mais cet observatoire si puissante qu'on a établi dans les campagnes des Pise au pied de Monte Pisano, dont on a parlé, a reçu le nom de Virgo, qui, comme le nom des muses ou d'Arethusa, c'est un nom ou de Proserpine ou de Cérès, nous rappelle. Et je suis absolument sûr que toutes les personnes qui seront là-bas, et seront nombreuses, et les centaines, peut-être milliers de personnes qui vont écouter sur l'Internet, sur les réseaux, recevront un don, un régal très très fort. Et je pense, je suis presque sûr que l'impression, l'émotion que j'ai eue en écoutant Devec, comme beaucoup de gens du monde ici, on a lu et relu pendant ces mois Dante, c'était la découverte d'un mot qui sonnait d'une façon nouvelle. Alors, si le chantant Paghiel ajoute cette puissance, c'est une expérience qui va proposer et va continuer. Bien sûr, bien entendu, il y a beaucoup d'autres modalités, beaucoup d'autres façons de se rapprocher à ce texte. Non, Dante Paghiel a été et sera, je suis absolument sûr, une expérience extraordinaire. Oui, en fait, moi, je suis exactement sur cette ligne de pensée, on dirait. En fait, ce que j'avais présenté hier, c'est exactement ça, cette direction. Pourquoi Dante en Corse? Je pense que vraiment, en passant par une nouvelle conception de cette œuvre qui est d'abord écrite, mais bon, qui peut être exécutée et que Dante Paghiel nous a montré parfaitement parce qu'il s'agit d'une expérimentation entre guillemets vraiment incroyable, très belle, que j'aime bien, qui j'invite tout le monde à y aller, y assister, parce que c'est vraiment, il s'agit vraiment d'une nouvelle vie qui l'œuvre de Dante, comment on peut dire, nouvelle vie que le chanteur donne à l'œuvre de Dante. Donc, c'est exactement cette conjonction entre la poésie et le chant. Et là, comme on a parlé hier, mais peut-être qu'il n'y avait pas vraiment il y en a qui n'étaient pas là, donc c'est bien peut-être qu'il y a des interventions après. J'aimerais bien savoir
je posais la question à Pierre Santucci, qui bien évidemment est chanteur de Chiama e Rispondi. Hier, on a parlé beaucoup, surtout Françoise Berlinghi, qui malheureusement il n'est pas là parce qu'il bien évidemment il est parti à l'Italie pour le concert. On a parlé beaucoup de la notion du verso, dont on avait parlé aussi ensemble en 2016, quand j'étais là pour faire ma recherche sur les Chiama e Rispondi. Dans le verso, on a vraiment la coïncidence entre la poésie, le vers et le chant. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit hier, me rattachant à ce qu'il a dit le professeur Franceschini, que est-ce qu'il est important, pourquoi elle est importante Dante en Corse? Je pense qu'elle est importante aujourd'hui exactement pour ça, pour une nouvelle approche performative, comme je l'ai appelé hier. Et donc, on constate que cette coïncidence entre le vers poétique et le chant qui est déjà dans Dante est présent dans la tradition orale corse par la notion du verso. Donc, ça m'intéresse à voir de l'intérieur, on dirait, par la voix d'un chanteur, d'un improvisateur du Chiama e Rispondi, pas seulement. Qu'est-ce qu'il en pense, si vraiment on peut concevoir cette consubstantialité, comme avait parlé Alain Dimel tout à l'heure à propos de la présence en même temps de le vers poétique et le chant. Et donc, comment est-ce que le verso dans la tradition orale corse peut vraiment se mettre en vie une tradition, une œuvre d'abord littéraire comme la Divina Commedia en Corse aujourd'hui? Pierre Santucci, merci. Pierre Santucci est évidemment non seulement un spécialiste du GR20, puisqu'il a battu le record du GR20, pas oublier, c'est un sportif. Hein. Il est aussi, oui, il est aussi fils de berger, et on a toujours chanté à Pagnel, et il est ingénieur de l'INRA à la retraite, et donc il y a plusieurs, et il parle très bien corse depuis les origines, et il va vous dire, On espère qu'il va parler corse. il va parler, il peut parler en corse directement. Tu peux répondre à cette question? Non, je ne sais pas si je pourrais répondre aux questions des universitaires, parce que moi, ce n'est pas du tout mon monde, Dante, hein, je vous le dis franchement. Non, ce qu'on peut dire, c'est que j'aime bien cette notion d'écho dont tu parlais tout à l'heure. Hein, si je comprends bien, c'est-à-dire un peu comment les gens se sont saisis de Dante pour composer, pour créer. Et puis après, il y a un autre terme qui m'a, disons une notion qui m'a plu tout à l'heure dans les deux exposés, c'était la notion de puissance. Mais puissance dans le sens où, disons, qu'elle est latente. Elle y est, la puissance, elle ne demande qu'à s'exprimer, un peu comme l'image de l'abeille. Et moi, je trouve que quand on regarde ce qui se passe en Corse par rapport à Dante, ben, on est saisi par le fait que des gens peu instruits, comme tu disais Jacques tout à l'heure, se sont saisis de cette œuvre immense et de ce poète, philosophe, pour composer à leur tour, à leur manière. Et je pense qu'il ne faut pas y voir peut-être trop de choses là-dedans. C'est que dès qu'ils ont su, les gens, à un moment donné, en 1900, la communication était surtout orale, et l'écrit n'avait pas beaucoup de place, me semble-t-il, tu me le diras. Mais ils ont trouvé une source d'inspiration phénoménale. Donc écrire pour un improvisateur ou pour un poète, écrire sur l'enfer, sur au Burgado, sur au Paraíso, alors c'est sûr que c'était toujours quelque chose qui était dans la langue courante. Mais revenir, se saisir de l'enfer, et puis y placer des actes de vie de tous les jours, y compris des personnages. Le curé, par exemple. Le curé, alors, on parlait tout à l'heure de Nadalello, et il y a son texte ici,
mon ami Simon, donc, qui est là, il me faisait remarquer qu'il manquait une strophe très importante, et justement, elle parlait du curé. Donc, le poète, enfin, Nadalé, donc, plaçait exactement le curé dans l'enfer en lui disant, mais s'il est là, c'est parce qu'il confessait les femmes. Et s'il confessait les femmes, eh ben, peut-être qu'il se passait autre chose. Donc, vous voyez bien qu'ils se sont saisis de cette thématique pour régler des comptes, certainement, mais aussi pour créer et pour se provoquer entre improvisateurs, avec ce fameux Colisée, hein, avec lequel ils ont échangé, et puis un autre, Vincenzini. Donc, ils se mesuraient, comme tu as dit Jacques tout à l'heure, et ils montraient leur puissance, mais en fait, ils ne la présentaient pas, la puissance. Elle était toujours contenue. Et ce qui comptait pour eux, c'est d'étaler un peu leur savoir, mais pas forcément sur Dante. C'est-à-dire ce que Dante avait permis de créer pour eux. Et ce qu'a fait Nadalé, ce qu'a fait Colisée, moi je trouve quand même des choses sur le plan politique, donc puissantes, hein, c'est-à-dire très fines, très imagées, d'une qualité littéraire que je ne saurais pas mesurer, mais bon là, c'est plutôt Marie-Jean et Jacques qui peuvent en parler. Donc moi je dis que Dante a été pour ces improvisateurs-là une occasion phénoménale de sortir des thèmes classiques qu'ils avaient et d'ouvrir peut-être aussi une page de littérature. Hein, parce que ces textes-là qui ont été créés sur Dante, sous forme de tiame rispondi, d'échange, même si c'était un tiame rispondi qui se faisait peut-être. Alors on peut se demander comment il se faisait. Est-ce que c'était non pas un tiame rispondi, mais un scrivi e rispondi, c'est-à-dire on écrivait à l'autre. Et là, souvent, on écrit entre improvisateurs par un intermédiaire, qui était Santo Gazzano. Donc ça a donné une occasion de création intéressante et qui devrait certainement être étudiée, hein, tant sur le plan corse que sur le plan en français, puisque ça a été traduit. Alors après se pose la question du verso. Alors le verso, c'est-à-dire cette manière de chanter, de porter les mots, et qui est propre à quelques régions, voire quelques familles. Mais nous avons eu la chance, avec Françoise et enfin, son groupe de travail, d'entendre quelqu'un qui est originaire de la région de Nadalelo, Sarocchi, qui chantait donc ce qu'avait écrit Sarocchi, les textes de Sarocchi, les poésies de Sarocchi. Et on a bien vu que c'était un verso particulier, quoi. Cette manière d'enchaîner les vers, hein, parce que après on peut regarder un peu la métrique, comment les gens, comment Nadalé ou Colisée ou Vincenzini écrivaient. Donc la notion de métrique, et est-ce qu'il copiait un peu sur la Divina Commedia, mais des fois il s'en libérait aussi. Donc le verso, en fait, si tu veux, Gianni, moi je ne pourrais pas trop te renseigner, mais je sais que le verso c'était donc un argument, un vecteur puissant pour affirmer des choses. Voilà, pour créer bien sûr, mais ça c'est dans la création instantanée. Mais là, je ne sais pas si c'était en création instantanée, je pense qu'il composait plutôt. Et par contre, quand il le chantait, là, le verso était vraiment celui qui martelait les messages, celui qui permettait de marteler les messages, et de faire passer sous cette voix conversationnelle, hein, cette notion de, quand il chantait avec une voix particulière, avec une prosodie particulière, et donc là, c'était vraiment pour faire passer les messages. Voilà. Merci Pierre, c'est éclairant ce que tu dis. Il est bien évident que ce rythme, ou ce chant, c'est dans la définition du verso, parce que hier nous avons discuté un tout petit peu de la définition du verso. Il y avait la définition de Dominique Salini, puis une définition plus musicale, si on veut, ou plus directement instrumentale, si on veut, de Francis Birling. Et à un moment donné, il y en a un qui a dit, mais oui, mais normalement, Dominique Salini parle de ambiguïté, alors que c'est ambivalence qu'il fallait donner.
Mais je pense que c'est une discussion qui n'a pas d'avoir lieu, parce qu'ambivalence et ambiguïté, c'est la même origine. Bien sûr, dans l'ambivalence, il y a deux. Et dans l'ambiguïté, il y a aussi deux, puisqu'il y a ambiguïté. Donc, on peut très bien discuter de ces questions-là, mais c'est secondaire, à mon avis, cette histoire-là. Dominique Salini sait très bien la différence entre ambivalence et ambiguïté, mais elle a choisi ambiguïté parce que précisément, il reste cette incertitude. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, on se dit, mais quelle est la définition du berce? Ou est-ce que c'est le vers écrit, ou est-ce que c'est le son, est-ce que c'est le rythme? Il y a tout en même temps. Et d'où ambiguïté, précisément, aussi. Même si ambivalence, c'est même plurivalence, d'une certaine manière. Bon, donc il est évident que ça. Depuis le début, on met quand même l'accent sur un certain nombre de choses. Par exemple, dès le début, on a dit, attention, qu'est-ce qu'on appelle la polynomie? La polynomie, c'est quelque chose de relativement récent. La polyphonie, un peu plus ancienne, mais c'est quand même relativement récent. Avant, on ne parlait pas de polyphonie. On ne disait jamais de chant polyphonique il y a 10 ans, 15 ans. On disait au grand tompaillé, là. Donc, quand on dit aujourd'hui au grand tompaillé, là, c'est un chant polyphonique. Et c'est comme ça. Et quant au tiens et répondre, c'est encore autre chose. C'est la joute qui est en principe orale au départ, et puis qui est transcrite aussi, dans ce cas de Nadalé ou d'autres, on l'a transcrit parce que précisément elle passait par... C'est quand même l'accès à l'écriture journalistique ces années-là, des années 1800 et quelques. Hein. Non seulement par les lunarios, les calendriers, mais après par les revues, comme les remontants, bien sûr, qui a eu un énorme succès. Donc c'est en fin de compte l'accès du vulgaire, et comme on disait à l'époque, à l'écrit. Alors évidemment, on passe du son à l'image, si on veut, à l'image. Alors l'image, c'est ce qui est écrit chez des gens qui n'étaient pas du tout instruits. Nadalé Lozano, qui n'est jamais allé à l'école. Il a appris, au fond, à parler un peu italien avec son père qui lui parlait un peu italien aussi. Mais lui, de la même manière, c'était pas à l'école. C'était uniquement parce que c'était dans l'air du temps. Nous étions encore dans une culture très italique, si on veut. Et la langue italienne était... Alors, en ce qui concerne l'enseignement, elle était enseignée à l'école, mais eux, ils n'allaient pas à l'école, ils étaient au lycée, notamment. Le seul qui soit allé au lycée, c'est Pinco. Pinco, qui était un des correspondants, précisément, qui était évidemment de la même région. Hein, et d'ailleurs, Coliseo, dont tu parles, était le beau-frère de Pinco. Il habitait à Corté, beau-frère de Pinco. Et en fait, on découvre que le Coliseo, c'était tout simplement César Vincesini. Eh oui, il était de Loriani, c'est le même. Ah oui, mais il y a des gens qui confondent. Montaigne nous dit que c'est le même. Coliseo, c'était André de Pialet, le beau-frère de Pico, Eh ben oui. le frère de sa femme. Et on s'y chiama mica Vincesini. Donc, il y avait André. André, ah bon, alors bon, ben ça reste un des problèmes, effectivement, on ne sait pas trop. Bon, mais c'est vrai que c'est un des problèmes. Alors, quant à la remarque qu'a faite Fabrice tout à l'heure sur la manière de, quand on écrit et quand on prononce, il me revient un souvenir. J'étais quelques années président du Conseil de la culture de la Corse. Or, une des actions que nous avons menées, c'est de mettre justement les pancartes des communes avec l'écriture corse, alors qu'elles étaient en écriture toscane. Bon, ça a été dur. Aujourd'hui, ça semble accepté un peu partout, etc. On l'accepte même si on raye encore beaucoup ce qu'on emploie à être le français, alors que c'est simplement du toscan. Bon, et qu'est-ce que j'ai fait? Pour essayer de convaincre les gens, toujours, j'ai essayé d'emmener, de faire un... J'ai succédé d'ailleurs à Tony comme président de ce conseil, de faire aller dans les conseils municipaux un certain nombre de gens du conseil pour convaincre, essayer de convaincre pourquoi on voulait faire ça, etc. Et à un moment donné, on était à Borgo. Alors, ils étaient presque convaincus. Mais Borgo, c'était écrit B-O-R-G-O. Et il fallait écrire avec un U. Alors, on a parlé pendant longtemps, on a expliqué. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève. Alors, vous voulez dire que moi, j'ai toujours dit Borgo, et maintenant vous voulez me faire écrire Borgu. Eh ben non. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et authentique, hein, authentique. Bon, ben voilà le genre de problème qui se pose. Bon, c'est que quand on passe d'une époque à l'autre et d'essayer de former des choses, pareil pour la co-officialité, hein, parce qu'on avait lancé cette idée-là, que la co-officialité nous semblait une chose tout à fait normale, en disant, écoutez, quand quelqu'un du village qui est habitué à parler, à s'exprimer en Corse très souvent, même encore dans ces années-là, eh bien, qu'il rencontre un secrétaire quelconque d'un ministère quelconque, d'un ministère décentralisé quelconque, et qu'il demande quelque chose, il va parler dans quelle langue? Et il essaiera de parler en corse,
ou en français, mais mal, etc. Donc, s'il y avait quelqu'un qui est capable de lui répondre dans la langue qu'il aime, c'est-à-dire la langue naturelle, maternelle, etc., la sienne, c'était quand même mieux. Tout le monde a voté, elle n'a jamais été voté. J'avais même une de mes conseillères qui était la première ambassadrice femme de France, Mademoiselle Campagne, qui a été nommée ambassadrice par le général de Gaulle. Et comme elle habitait Bastia, et moi aussi, je la montais en voiture, donc elle m'a raconté toutes les histoires de sa vie, etc. etc. Et bien celle-là, qui était quelqu'un qui n'était pas de gauche, hein, c'était une gaulliste terrible, bon, et bien elle a voté aussi, et comme tout le monde a voté, même le parent d'élèves de droite, tout le monde a voté. Parce qu'il leur semblait que c'était... Puis après, on a appelé ça la co-officialité. C'était une co-officialité naturelle. Après, quand on a fait politiquement une co-officialité, les gens disent « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Tout est dans la pédagogie. Et pour ce qui concerne Dante aussi, et le Tiamérisme, c'est un peu la pédagogie qu'il faut faire. Il faut essayer d'y aller tout doucement, essayer de faire comprendre les choses. Et à ce moment-là, les choses sont mieux comprises, me semble-t-il. Jean, tu veux dire quelque chose d'autre? Ou Fabrice? Oui, je voudrais lancer la discussion sur un autre plan. Pourquoi Dante en Corse? Bon, la Corse peut ajouter quelque chose à Dante. Par exemple, avec Dante en Payenne. Ou avec l'inscription qu'on a vue souvent. Mais, qu'est-ce que Dante, maintenant, peut donner, peut regarder à la Corse? Alors, je vois différents plans. Les mêmes plans des poètes, d'improvisateurs, je relance des points dont on a discuté par les couloirs, hein, ce n'est pas une idée extemporaire, disons. Parce que le patrimoine de Dante, c'était quelque chose de où les poètes, comme je le disais, Pierre, pouvaient saisir beaucoup de choses. Peut-être cette racine s'est un petit peu affaiblie. Et les jeunes gens, alors, il y a dans cette salle plus de jeunes gens que dans le théâtre municipal de Bastia. On est bien heureux de ça, n'est-ce pas? Alors, c'est Dante Impaiella, qui est de la Corse, qui est du Dante, peut ajouter à faire encore des Dante un pivot de la culture corse, non d'une façon, bien entendu, disons, impérialiste pour nous entendre, mais en reconnaissant que c'est une des racines de la culture corse, disons, du XVIIIe et XIXe siècle. Non quelque chose qui vient de loin ou de l'autre part de la mer, mais quelque chose qui était, avait été assimilé d'une façon telle que, justement, non pas on pouvait chanter, mais alors, peut-être on pourrait, avec l'aide des interventions du public, toucher ces deux points. Qu'est-ce que la Corse peut ajouter à Dante, comme le disait Annalisa Nesi, par exemple, Tommaseo, les grands écrivains, les grands rédacteurs de vocabulaire, les grands amants des chants, avaient été saisis beaucoup, puisqu'il est venu en Corse en tant qu'exilé. Et il a dit, bon, il y a des trésors que je vais trouver, dont je peux tirer aussi. Alors, cet échange, parce que on est ici sous le symbole de l'esprit méditerranéen et de la chair Valérie. Alors, l'échange, non pas les paradigmes clôturés et fermés, mais l'identité qui est une valeur très importante, même une identité qui devient plus forte, c'est capable de se mesurer avec d'autres cultures. Et, par exemple, peut-être, je lance cette provocation, Dante, peut-être quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de profondément intérieur à la Corse. C'est
une façon acceptable, juste les intérêts. Un mot là-dessus, effectivement. J'ai été très attentif à ce que disait Annalise hier, justement, sur Tommaseo, précisément. Parce que Tommaseo, effectivement, était un exilé, d'une certaine manière, un peu comme Dante, et qui arrivait et qui a été justement en contact avec Bastia, et notamment avec Salvatore Viale. Hein, Salvatore Viale. Puisque Salvatore Viale était un intellectuel à l'époque, un magistrat, il faisait partie de la culture savante. Lui, il écrivait pas en corse, il écrivait en italien, un bel italien de la Crusca, un peu. Hein, alors que précisément, il a écrit qu'une chose, le Serenado di Scapina. Voilà, parce que Serenado di Scapina, il fait parler un berger, donc berger, il ne peut pas parler, il parle de son nom. Bon, voilà. Mais il ne faut pas oublier que Tommaseo, il était sensible à cette langue populaire, beaucoup plus que Salvatore Viale. La preuve, c'est que Salvatore Viale, quand il écrivait, il faisait corriger. Quand il disait qu'il y avait quelque chose qui était même au niveau du vocabulaire, non, ça c'est trop bas, il faut enlever, il faut mettre ça. Et Tommaseo refusait. Tommaseo voulait garder ce qui était donné dans les... Et voilà. Enfin, c'est discutable, mais bon, il y a quand même un problème. Moi, ça m'a toujours un peu heurté que les gens qui se prétendent écrivains, parce qu'ils ont fait des études, etc., on a écrit... ils donnent des leçons aux populaires. Or, la langue populaire, elle est quand même respectable parce qu'elle est populaire et parce qu'elle est naturelle en quelque sorte. Bon, je ne sais pas que je récuse l'instruction, bien sûr, l'instruction est nécessaire aussi, mais nous sommes dans un autre domaine. Il ne faut pas dire qu'il y en a une qui est importante et l'autre moins importante. La littérature cultivée d'une certaine manière, n'est pas meilleure que la littérature qui n'est pas cultivée. On le voit bien dans ce qui est écrit là. Hein. Donc il est évident que cette question-là est une question délicate, mais il faut quand même la poser à un moment donné. Hein. Il ne faut pas... je l'ai évoqué dans une préface que j'ai faite pour Consignement au village. Le poète quand même mis en évidence Rocco Muttego, Grilletto de Cap Corse. Alors ce Grilletto était considéré, était lui de l'époque Salvatore Viale, donc bien après, si on veut, non bien avant que ça, hein, puisque les autres c'est plus tard. Eh bien, ce Grilletto, il écrivait comme Salvatore Viale. Les gens qui le recevaient chez lui, ils disaient mais il est aussi fort que Salvatore Viale, et ils le vantaient et ils le présentaient à leurs invités. Mais une fois que les invités étaient partis, le Grilletto redevenait un maçon, un travailleur manuel, etc. Il restait en quelque sorte à sa place. Vous voyez le genre de choses. Or, ça, c'est mortel, c'est anormal. Quand ils étaient jeunes, ils jouaient ensemble, ils étaient même allés en Italie ensemble, etc. Ils avaient appris de la même manière, et ils écrivaient de la même manière. Alors, on pouvait se vanter, parce que voilà, il y a du talent, etc. Mais ça reste quelqu'un du peuple. Et ça, c'est quand même anormal. Et ça, c'est ce que je voulais indiquer tout à l'heure. Hein. Bon, mais bon, ça, c'est encore une autre question. Non, toujours en revenant à la question de Dante en Corse aujourd'hui, bon, je pense que ça serait vraiment dommage de ne profiter pas de, peut-être pas cette source, comme on disait hier, mais de cette résurgence. En toute sincérité, je pense que la Corse, dans une certaine mesure, en a besoin pas de Dante lui-même, mais de l'immense richesse de son œuvre, de l'immense richesse de sa langue. Bon, après, c'est une opinion personnelle très discutable, mais je pense que ça serait dommage de ne s'épuiser pas sur tout ce répertoire. Bon, mais j'aimerais bien savoir votre opinion. Il y a juste un élément là. Il y a des gens qui ont constamment regardé le texte originaire de Dante et qui disent, mais tiens, ça c'est un mot qui n'est pas italien. Il est corse. Anche, par exemple, etc. Et c'est vrai. Mais Dante, il a quand même été à l'origine de l'italien d'aujourd'hui, si on veut. D'une certaine manière, c'est le toscan d'origine, hein, qui est devenu la langue d'aujourd'hui, standard italienne. Mais nous l'avons conservé par certains côtés. Donc il y a aussi cette familiarité-là. Les gens ils disaient, mais il parle maintenant, il dit la même chose que nous.
Donc on était au même niveau en quelque sorte. Je crois que c'est un peu ça aussi qui s'est passé. Parce qu'ils se sentaient en familiarité avec lui. Et pas forcément avec un poète qui aurait écrit en style noble d'une certaine manière. C'est ça. Fernand Héttori, mon maître, disait justement, c'est là, c'est le langage populaire. C'est ce qui donne vraiment l'exemple du langage populaire qui est pour moi ce qui compte le plus, disait-il. Voilà. Bon. Oui. Ouais. Et moi, je voulais juste insister sur cette notion de source d'inspiration hein, pour les improvisateurs et les poètes d'ici. Et par exemple, dans ma région, et c'est ce qui avait engagé la discussion avec Françoise, c'est qu'il y a un poète qui était un berger, hein, mais il ne connaissait pas Dante. Enfin, je ne pense pas qu'il le connaissait. Mon père a très bien connu ce monsieur, ils chantaient ensemble, et il a appris une chanson de lui, et il compose cette chanson quand il dit, pour vous dire qu'à mon avis, Dante a influencé des gens. Quand il disait stanotte mi sono svegliato col cuore pieno d'affanno, faci un tragico sogno, mi paria essere inferno, tutto vinto di demoni, verdami o gavoano. Donc il commence son improvisation. C'est quelqu'un d'un village. Bon, c'est vrai que il y avait une grosse activité dans ces villages dont tu parlais tout à l'heure, hein, et Campanie, ouais, voilà. De Pietraliverde, donc à 10 km de chez nous. Voilà. Voilà, donc à 10 km de chez nous. Et donc, pour vous dire que, alors que toutes les chansons que nous connaissons, que ce soit sous forme improvisée, alors improvisée, on ne peut pas dire qu'on les connaît, mais il y a quand même des fonds hein, sonores qui rendent compte de joutes et d'improvisades comme ça. C'était toujours pratiquement des thèmes assez variés, mais l'inferne n'était jamais cité, quoi. Sauf dans des œuvres un peu comme ça, et isolées, eh bien, on faisait référence à l'enfer, mais surtout à l'enfer. Et je trouve que l'échange qu'il y a entre Nadaleno, qui, rappelons-le, hein, habitait dans une région riche, même si elle était pauvre, culturellement, dans le sens où, disons... Riche et peuplé. Hein, donc, si vous souhaitez avoir des chiffres un peu plus précis qu'on trouve dans la littérature, ce dont disait Jacques tout à l'heure, c'est que les villages, il y avait 135 habitants au kilomètre carré. Dans certaines régions. La Castagnice, c'était 135 habitants au kilomètre carré. Donc, vous voyez un peu ce que ça donnait en termes de population. Hein. Et ça, c'est des chiffres de 1910-1905. Et ce Nadaleno était un meunier de métier. Donc, c'était quelqu'un qui était connu hein, pour improviser, pour écrire sous la métrique traditionnelle qui est un cisin octosyllabique. Hein, donc, il écrivait souvent comme ça, avec des rimes alternées. Et donc c'est un chant, enfin ses poésies à lui, comme celle de Colisée ou de Vicenzi, pouvaient être chantées en padielle, parce que la padielle elle chante un cisin octosyllabique. Maintenant, on peut chanter en padielle à d'autres formes, d'autres structures, comme Dante. Dante, c'est pas systématiquement, hein, on est au-delà de l'octosyllabe. C'est un décasyllabe. C'est un décasyllabe. Donc, on chante en padielle. Bon, il faut quand même savoir en padielle, là il faut demander à des experts, c'est que la padielle, on peut peut-être tout chanter en padielle, mais le cisin octosyllabique, c'est celui qui convient le mieux, parce qu'à un moment donné, dans le repos de la seconde voix, la voix seconde, celle qui démarre hein, le chant, dans son repos, et quand il prend le souffle à peu près au bout d'un hémistiche, vous avez la seconde, la terce, qui elle couvre. Et elle couvre, elle ne s'arrête pas, et quand la seconde revient de son souffle, elle est en accord de sonorité avec la terce. Et ça, si vous voulez, ce sont des subtilités que les padiellas connaissent, et même si on chante plusieurs textes en padielle, plusieurs
sixième autosyllabique, tous n'ont pas les mêmes qualités pour que la padiella soit réussie. Voilà. Donc, c'est un petit détail qu'il faut demander, enfin, il faut, là, l'avis de technicien, hein, mais il faut quand même savoir ça. Voilà. Après, le verse, moi, je ne sais pas, je pense que Berlingue en a parlé, parce que c'est quand même sa partie, hein, mais retenons que le verse, c'est celui qui porte le message, mais qui porte le rythme aussi. Hein. C'est ça, c'est avec le verse, c'est qu'on est sûr de ne pas se tromper lorsqu'on improvise. Lorsqu'on a un verse, c'est celui qui permet de tomber juste sur le nombre de syllabes. Parce que quand vous improvisez, vous avez une règle qui est celle donc, du nombre de syllabes, du nombre de pieds dans le vers. Donc que ce soit pour le tavarime ou pour le tiamè rispondi. Le tiamè rispondi c'est 8. Bien, le verse vous permet de tomber sur 8. Voilà. Et si des fois vous êtes un peu juste, vous êtes à 7 ou à 9, c'est le verse qui permet de rectifier, de corriger. Voilà. Donc à la fois c'est un porteur, hein, mais c'est aussi un outil. Giovanni, ça c'est ta partie, ça t'intéresse beaucoup ça. Bon. La fille de Pierre est inscrite en thèse sur ce sujet, tu la connais? Voilà, d'accord. Tu veux... Non, en réalité, il n'y a pas grand-chose encore à dire. Bon, je pense que oui, c'est vrai que le verse, c'est très important pour ne s'éloigner pas trop vraiment du nombre de pieds qui sont nécessaires, parce que tu amènes le rythme. Je pense que peut-être il y a des questions. Oui. Oui, j'entends des mouvements derrière. Je crois Oui, qu'il oui, est oui. temps de Je pense qu'on peut donner la parole au public. Ça fait combien de temps qu'on était là pour faire une table ronde sur Dante? Il y a quelques 5 ans 2015. Et on retourne sur ça. Moi, je voudrais prendre un exemple pour donner peut-être quelques réponses. Ce qu'il disait avant M. Toviani, en parlant de la pierre qui doit être sculptée. Moi, je pense que là, on est dans le cadre dans lequel la pierre est déjà sculptée. On se trouve devant une œuvre d'art. Donc, on est dans l'autre partie. On n'a rien à sculpter encore. On a, comme il disait, on a un puits, un déposito de quelque chose sur lequel... Parce que la question, je pense que c'est vrai, c'est une question en Corse, mais c'est une question que je la poser en Italie. Dante en Italie, c'est quoi? Parce que le problème semble que on veut forcément porter cette poésie pour une modernité, pour la mettre à En réalité, il y a déjà des gens qui vont prendre là-dedans. Je pense à des choses absurdes qui font peut-être inorridire la salle, mais je pense à Play Game Dante Enfer. On joue à Play Game sous Dante dans l'inferne. On va être scandalisé pour ça. Mais ça, c'est déjà une solution pour utiliser tout ça. C'est-à-dire que je pense que ce que c'est bien qu'il disait avant, c'est Dante, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un rapport individuel. Tu as un rapport individuel avec Dante. Tu y rentres, tu restes un peu, tu prends, tu pars, tu restes toute une vie, tu restes, tu vas, tu peux puiser, tu vas chercher, tu vas porter. Il va être tout le temps comme ça. En Corse, ce qui peut être, bien sûr, c'est ça, mais je pense qu'il ne faudrait pas trop s'enfermer sur les lignes anciennes de la tradition corse. Il faudrait la développer là aussi. Il faudrait donner aux jeunes un goût différent, peut-être qui s'est inséré par rapport à ce que tu disais, par rapport à un retour de la poésie, par rapport à autre chose, par rapport au rap, par rapport à autre chose. Je veux dire, quand autrement on reste dans la case, on prend ça et on continue à le regarder tout seul et à se parler entre nous. Peut-être que ce qui c'est bien, c'est de le rendre exactement à la portée de tout le monde. Il y a un problème. Ah voilà. François. Merci. Alors, merci pour vos interventions. Je voudrais poser une question et mettre un peu les pieds dans le plat pour une question qui finalement est sous-jacente à l'ensemble des interventions depuis le début du colloque,
mais qui n'a jamais été posée. Alors comme on est en Corse, on va parler de politique, ce serait dommage qu'on ne se batte pas, alors allons-y. Dante, c'est un politique. Et la poésie, pour lui, est profondément politique. Et donc, quand on regarde l'interrogation sur le vulgaire illustre, on se rend compte que Dante a une conception extrêmement haute de sa poésie, et que son but est de dire « je traverse l'Italie pour chercher les poètes qui font le mieux de leur langue », et ils sont tous un peu nuls en fait. Donc on va considérer, et la fin de l'idée dantesque, c'est qui doit gouverner la cité. C'est le Conseil des poètes. C'est ceux qui ont fait la langue, et ce sont eux qui seront les plus dignes, parce que la langue est une nouvelle noblesse. Il y a un élitisme considérable qu'on retrouve dans le livre 4 du Convivio, avec l'idée que la noblesse est intellectuelle. Seuls les grands intellectuels atteignent la noblesse. La noblesse n'est pas de sang, on retrouve la semence qui ne peut pas transmettre la noblesse. Donc cette recherche... On a coupé le micro, c'est la politique, ça. Voilà. C'est toi-même qui l'as coupé. Censure. C'est toi-même, oui. Ah bon, d'accord. Bon. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est justement ce que vous signalez un peu tout, ce que signalait M. Fouzine, c'est que ce vulgaire illustre, qui était le langage de l'élite, ben, c'est notre parlar materno à nous. On se demande qu'est-ce que Dante peut apporter à la Corse et qu'est-ce que la Corse peut apporter à Dante. Mais Dante, la Corse peut apporter à Dante le fait que ce langage qui était le langage de l'élite, ben, c'est notre parler populaire contre ce qui a été l'élite, c'est-à-dire ceux qui ont construit un autre langage et qui ont méprisé le vulgaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Dante qui, cette fois, est réinterprété à côté du Dante impérial, du Dante impérialiste, du Dante, disons, aristocrate, le Dante populaire, le Dante de la commune. Et moi, c'est un livre, un Dante qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire lire, par exemple, la Monarchia. On ne va pas du tout parler de la Monarchia, on ne va pas du tout parler de politique, ce sera un autre colloque. Mais le livre 1 et le livre 3 sont monarchistes. Sur l'un, le fait qu'il doit avoir un 1 au sommet. Mais le livre 2 est un livre sur le peuple, sur la question « le peuple romain doit-il gouverner l'Empire ?» Et la question se pose dans l'Italie communale de l'époque de Dante, puisque c'est les communes, c'est le peuple qui gouverne. Et les communes di popolo, c'est ça que la Corse peut apporter à Dante. C'est une nouvelle lecture de Dante avec l'idée qu'un Dante communal est possible. C'est-à-dire que notre vulgaire, qui était le vulgaire illustre, parla come noi. Et c'est nous qui l'avons hérité, et maintenant c'est le peuple. Et le peuple a à se battre contre des élites alors qu'il parle la langue de l'élite qui a été forgée par Dante. Et finalement, est-ce que, eh bien, il ne faut pas repenser la puissance communale, surtout qu'on est sur la terre du commun, on est en Haute-Corse. C'est la terre du commun, c'est la terre qui a été étudiée par Bonarotti, qui va inspirer du coup Marx. On est véritablement dans une problématique politique qui se centre autour de la langue et qui fait que tout d'un coup le populaire reprend ses lettres de noblesse et prend le pouvoir politique, qui inverse finalement la lecture de Dante, qui pour lui à son époque était une construction finalement un peu noble. Voilà, c'est des pistes de réflexion, mais je pense que c'est cette lecture-là que la Corse peut apporter à Dante, plus que la question qu'est-ce que Dante peut apporter à la Corse. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une remarque comme ça. Rapidement, une réponse importante, c'est que c'est exactement ce que font ces poètes des infernes. Parce que ces infernes, ce sont des pamphlets politiques. Dans l'actualité, dans leur actualité à eux. Francesca. Se posso, per agilità, prendere in italiano questo punto, colgo l'occasione per fare un commento a quello che abbiamo sentito proprio nella cappella, perché nella cappella non abbiamo solo visto la iscrizione, ma abbiamo avuto Giovanni che ha letto il canto del 27esimo e una nostra amica che è nella grande collezione di volti e voci di tutto il mondo che leggono Dante ha messo anche Giovanni. Allora, ieri esponendo un po' il canto 33esimo di Ugolino, diceva bene, c'è Pisano, c'è il Fiorentino, poi c'è il bel paese là dove si suona. Allora, prendiamo pure questo canto, vengo al punto che il nostro amico Didier ha sollevato. Questo canto mette in scena Guido di Montefeltro e chiede qual è lo stato della politica nelle città della Romagna e viene fuori una descrizione terrificante. O anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua, non è e non fu mai senza guerra, le corde susiranne. Quindi una guerra e comincia
a enunciare tutti i toponimi, tutti i luoghi, tutti i posti e tutti i simboli delle città della Romagna che sono in guerra. Cosa succede prima? Cioè, quello che poi il tema, è un grande tema politico, si diceva il Dante municipale, le divisioni, viene anticipato sul piano linguistico, perché c'è un qualcosa che può anche sfuggire, ma è abbastanza singolare. In precedenza avevano incontrato Dante e Virgilio, Ulisse e Diomede, c'era il famoso canto di Ulisse, l'isola dei Sardi, il mare, tutte le isole che il mare intorno bagna, compresa la Corsica, e il viaggio di Ulisse alla fine, dopo che avevano sollecitato Ulisse a raccontare questo, Virgilio gli dice: bene, grazie, calmati, già era dritta in su la fiamma e questa, per non dir più, è già da noi sengia con la licenza del dolce poeta. La fiamma di Ulisse può acquietarsi perché il poeta gli dà licenza. Hanno saputo fino in fondo questa esperienza straordinaria di cui ci ha parlato Didier a proposito del fatto non fu stabile come voto. Qui c'è un fatto a proposito di come ci si riconosce, diceva anche Giovanni, la ricchezza linguistica di Dante. C'è un'anima che si fa avanti, si sa dopo che è Guido da Montefeltro, che dice: Virgilio, si rivolge a Virgilio e dice: tu che parlavi mon lombardo dicendo Istraten va più non t'adizzo. Allora, guardate, è una cosa un po' strana, perché Virgilio scriveva in latino, è capace anche di interloquire in greco con le anime, forse in greco, ma uno lì per lì pensa che parlasse greco, ma quest'anima che poi si rivela essere Guido da Montefeltro, nato nei monti di Urbino e così via, dice: Virgilio, tu che parlavi lombardo dicendo, virgolette, questo è il discorso che ha fatto Virgilio, Istraten va più non t'adizzo, mo è una maniera settentrionale per dire ora, no, awa. Istra è una maniera settentrionale per dire maintenant, ora, adesso, awa. Tant'è vero che il nostro commentatore Francesco D'Aputi, che commenta l'Antico Pisano, dice: mo vale a dire a vale, e Istra vale altresì a dire a vale, perché anche il Pisano antico si diceva a vale, come si dice in corso. Ora, praticamente lo scenario delle divisioni politiche di cui si sta a parlare è introdotto da uno scenario che mobilita queste risorse linguistiche. Ora, scusate se mi sono un po' dilungato, ma vengo al punto che diceva Didier. Chiaro che Dante lo dice ampiamente nel Vulgare Eloquenzia, avete nella divisione politica, nelle stesse istituzioni comunali che guerreggiano l'uno contro l'altro, vede, diciamo, un elemento di forte debolezza che fa sì che poi, accanto alla debolezza dell'impero, che l'Italia siano donne di provincia ma bordelli. E dunque nel De Vulgare Eloquenzia evoca un volgare del paese dato che si suona, che sia il segno dell'unità e del riscatto. Ma resta il fatto che la Divina Commedia non è De Vulgare Eloquenzia. Allora, se è vero, e quindi in parte do ragione all'intervento di Didier, poi sentiamo cosa ne pensiamo, se è vero che da un lato la diversificazione linguistica è segno delle divisioni sanguinose che ci sono in Romagna, come c'erano in Toscana, il canto del Contugolino lo dimostra chiaramente, è anche vero che mentre, come dire nel De Vulgare Eloquenzia, tante espressioni popolari, fiorentine, come pisane, venivano condannate perché dicevano: ma come parla, i fiorentini pretendono di avere la lingua giusta, ma dicono noi manduchiamo in troque, i pisani dicono andonno, ma che lingua è? Praticamente le lingue popolari
diventano una grande componente della potenza linguistica, al punto che accade quello che diceva Piero e che diceva Giacomo, che magari se si trova in monte per cui Pisani vede Luca non può, uno diceva anche nella mia lingua cozza c'è una forma tipo ponnu o qualcosa del genere, invece posso. Allora, da un lato c'è il Dante della vulgare eloquenza che cerca dei paradigmi in qualche modo chiusi, restando fermo che nella commedia poi l'idea imperiale c'è che i peccatori massimi messi in quel Lucifero nella bocca a essere maciullati sono il traditore di Gesù Cristo Giuda, il traditore di Cesare, Bruto e Cassio, quindi però la straordinaria ricchezza linguistica nell'inferno, ma anche nelle altre cantiche, nasce anche dal fatto di utilizzare fino in fondo anche le lingue popolari. E quindi da questo punto di vista è vero che la riappropriazione popolare in Corsica, come in tante regioni italiane di Dante, è favorita dal fatto che si avverte una comunanza profonda. Quindi certamente, come mi pare dicesse, se ho ben capito di te, non c'è solo un Dante aristocratico, perché voler comporre un poema sfruttando al massimo risorse linguistiche esistenti e magari creandone anche di nuove come tante, vuol dire mettere a frutto quella conoscenza che Dante aveva di tanti volgari italiani e che aveva messo in campo dei volgari per condannarli in quanto inadeguati e farne diventare di questa ricchezza linguistica un grande elemento di potenza e di forza. E questo ha favorito certamente la riappropriazione popolare, perché è ovvio che i sonetti di Petrarca, dicevamo l'acqua della sorte, no? Sono diventati modello della poesia in Francia, in Inghilterra, in Germania, poesia scritta ma anche poesia cantata, li possiamo vedere nella Madrigalise, però diciamo è altrettanto vero che Petrarca non ha avuto nessuna fortuna popolare, forse che ha le dolci acque, qualcuno se lo ricorda, ma la fortuna popolare di Dante in tutte le epoche, mentre la fortuna ufficiale ha avuto degli alti e bassi, la fortuna popolare, la forte appropriazione popolare di Dante è un continuum, e questo vale per certi versi certamente anche per la Corsica. Grazie. Didier, effectivement, m'a interpellé tout à l'heure sur la question de la noblesse ou de l'aristocratie dantesque, d'une certaine manière. Or, il le dit, peut-être pas toujours dans la comédie, je ne le connaissais pas par cœur, mais dans un certain nombre de correspondances, où il dit, justement, il essaye de faire valoir que la vraie noblesse, la vraie aristocratie n'est pas celle du sang, mais bien celle de la connaissance, de la poésie, de la langue, etc. C'est ça qui lui permet en quelque sorte de parler de haut, en quelque sorte, bon, et de supporter, de supporter les problèmes politiques de son temps, parce qu'il a été impliqué à fond dans les problèmes politiques de son temps, sans s'en sortir toujours très bien, puisqu'il a été exilé, etc. Non, mais chaque fois, il revient à son origine, que ce soit l'origine du père, usurier, et qui n'est pas ce qu'on croit, qui est une espèce de, au fond, qui mérite reconnaissance et importance. En plus, Didier, qui est philosophe de l'École normale supérieure de Lyon et de San Pedro connaît très bien ces questions-là. Donc il est évident qu'il y a un monde chez Dante qui passe par la langue, il passe aussi par toute son action pour être quelqu'un qui compte, quelqu'un d'aristocrate, mais pas un aristocrate du sang, puisqu'il était issu de pauvres gens, de gens qui n'avaient pas des propriétés énormes, etc., qui étaient un petit en quelque sorte, qui n'était pas du tout quelqu'un de placé dans une société en haut rang. Mais il aspire, et il y arrive, à être le noble de l'écriture, le noble de la connaissance, le noble des mathématiques, de la médecine, etc., parce que c'était un pic de la Mirandole d'une certaine manière. Hein, voilà. Enfin bon. Encore 2 ou 3 questions et puis on va arrêter parce que l'heure avance. Moi aussi.
Tout à l'heure, le professeur Franceschini a posé une sorte de dilemme. Ma anche di vigna, perché il y a deux seigneurs qui, les Franceschini. D'ailleurs, ils m'ont dit que tu peux venir prendre possession de tes propriétés. Hein. Donc, tu nous as posé une sorte d'équation en disant, je vois très bien ce que la Corse a apporté à Dante par cette exécution in pagelle, et je ne vois pas pour l'instant, où posez-vous la question, vous Corse, ce que Dante peut vous apporter aujourd'hui. D'abord, juste un petit retour sur le verso, parce que c'est d'une manière impropre, mais acceptée, qu'on peut dire que Dante a été interprété in pagelle, parce que Petre nous a bien rappelé quel était le schéma poétique, donc rythmique, donc musical, de la pagelle. C'est plutôt, effectivement, ça serait plutôt une forme de tercette, puisque les nostres tercettes, c'est la forme dantesque. Mais comme le mot in pagelle, on dit même cantant on a messe in pagelle. Donc il est devenu une sorte de parasynonyme de polyphonie à la course. Tout ceci n'a pas grand sens, mais pour nous, oui, ça en a. Donc moi, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que Dante peut apporter à la Corse? Et je vais tenter de faire cette réponse par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Ce matin, on a beaucoup parlé de Sumente. On a beaucoup parlé de Sumente, et c'est vous qui en avez parlé. Non, c'est vous. Non, c'est ça. Absolument. Voilà. C'était tout à l'heure, mais voilà, c'était. Excusez-moi, c'est pas tellement la notion du temps. Et Françoise a parlé de mémoire, et a lié effectivement la mémoire et la poésie. Et si vous m'y autorisez, je voudrais tenter de réciter de mémoire une poésie qui parle des Oumènes. Elle est de mon ami Francesco Mattei, et elle commence comme ça. Je vais juste vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi long que la Divina Commedia, c'est un sonnet, mais je vais simplement réciter la première strophe, pour les quatrains, et la dernière strophe, le dernier tercet. Comincia così. Dicenu con cui ricolta se l'una è suminata in una terra bella sciolta che è stata ben lavorata. Je peux faire une traduction, c'est nécessaire. Et il finit comme ça, senza speranza né fede, come l'uomo può campare. Forse è per noi di credere ciò che è stato può tornare. Et moi, ça me fait penser tout simplement à ce que notre réservoir de poésie future, c'est-à-dire le séminario, là où sont gravées les semences, i semi, eh bien, je crois que c'est Dante. Grazie, dirò solo due parole, ma è una suggestione che è venuta anche da questa ultima intervento. Per quanto riguarda la questione viale, Giacomo Fusina ha centrato, è chiaro che si tratta di intellettuali, forse che raccolgono, forse il bene intellettuale è Grimaldi, perché Grimaldi è più a contatto del popolo, forse per il suo radicamento anche nel miolo e nella cultura neolinca. È un'operazione però che se da parte di Viale, che ha cominciato già molto prima di Tommaseo a raccogliere i canti, se da parte di Viale è un'operazione che ha anche una valenza, si potrebbe dire politica o di politica culturale, se non vogliamo dire diversamente, ma ci sarebbe da dire di più, per Tommaseo
non è, ora mi sembrava Fabrizio aveva un po' banalizzato, il Tommaseo arriva in Corsica, si entusiasma, cioè, lo so che lui è fatto in questa maniera Fabrizio, ma Tommaseo lo stimola alla raccolta dei canti popolari, ce l'ha conoscendo Fauriel a Parigi e occupandosi dei canti greci come prima istanza. Quando viene qua trova sicuramente un terreno fertile perché ha già i letterati corsi capeggiati da Virale o gli intellettuali in genere, anche che non scrivevano, che raccolgono del materiale. Allora, ecco, questo per rimettere un po' il quadro a posto, nel senso che siamo inseriti almeno in un quadro romantico della raccolta della poesia popolare come fonte primigenia, e per Tommaseo è in netto contrasto con la poesia d'arte che trova deteriorata nei suoi contemporanei. Quindi ecco perché c'è anche questo grosso coinvolgimento. L'altra cosa riguarda invece il problema della lingua. Allora, la mutua comprensione delle volte io penso sempre che sia più da parte dei corsi nei confronti dell'italiano che da parte degli italiani nei confronti del corso, perché molto spesso secondo me sfugge a una immediata comprensione per la modalità di pronuncia che conosciamo. Ma il punto in questo è che anche in italiano, quando dove si ha quasi una cultura quotidiana, nella lingua di tutti i giorni sono entrate delle frasi dantesche, sono modificate. A volte sono modificate lessicalmente, non per fattori di pronuncia ovviamente, ma lessicalmente, perché vengono riportate le dolenti note, diventano, qui cominciano le dolenti note, che non è esattamente il verso dantesco. Quindi questa è la riappropriazione generale, no? Che può avvenire dovunque, avviene anche in Italia, quindi torna che si abbia una pronuncia anche nel canto a pagella che è, come dire, più conforme, no? Alla propria natura fonetica. E chiudo dicendo che queste immagini, che noi a un certo punto non sappiamo fin dove arrivano, specie quelle dell'inferno, ma voi avete visto quello che io non ho visto stamattina, che è quindi un'immagine vera, il discorso è alla predicazione, perché la predicazione fa uso di immagini dantesche, almeno anche su indicazione di divulgazione sia forse della paura dell'inferno che della possibilità di sublimarsi con una teologia magari un po' più resa, più semplice da chi fa la predica. Ecco, con la religiosità forte che c'è sempre stato in Corsica, io mi chiedo quanto nelle chiese si poteva avere una predicazione che potesse utilizzare Dante come, no Dante esplicitato, Dante evocato, come accade nelle prediche in continente. Ecco, cioè, le direttive probabilmente religiose erano uguali per tutti, poi dico, è solo un'idea. Ecco, ma insomma Tommaseo era un romantico, ci vede le sue cose nei canti. Annalisa, una rapidissima risposta all'ultima questione. Su Tommaseo hai detto tutto, hai detto bene, ma l'amico dal nome anche significativo perché si chiama Ajaccio o Ajaccio, era la guida che ci ha illustrato la cappella di San Tommaso Pecoreccia, ci ha spiegato proprio che il programma iconografico era il programma iconografico dei francescani dell'osservanza, che l'hanno riprodotto in una ventina di cappelle che questo signore ha studiato, con la particolarità però che l'inferno di San Tommaso, vicino al Castello dei Rusticchi, pare che sia un unicum, ma in ogni caso queste chiese affrescate erano programmaticamente di supporto alle prediche, quindi proprio quello che in base alla conoscenza delle situazioni italiane è detto è quello che storicamente è verificato. Come era un programma penso stamani mi sono perso l'occasione. Falso scrivano. Les faussaires, ce que dénonce cette fresque, ce sont les faussaires, comme Dante. Le péché le plus grave pour Dante, c'est d'être faussaire. Nous sommes obligés là de suspendre cette discussion très riche, dont je vous remercie beaucoup tous,
parce que nous devons rejoindre le cinéma. Mais avant de clore cette séance et ces 3 journées, d'abord je remercie Benjamin Bourgeois qui n'est pas là, mais que nous remercions tous vraiment parce qu'il a été la cheville ouvrière absolument nécessaire. Et puis je voudrais passer la parole à Domenico Leschi qui a chanté en 2015. Pardon, Agostini, pardon. Excusez-moi, qui va nous lire un extrait de Nathalie. Pardon, je mélange, je confonds les gens. Non, c'est rien. Qui va nous lire un petit extrait de ces Inferni Corse pour que vous l'ayez dans l'oreille. Oui. Quell'argomento. Aiuto quell'argomento. Sentite lei. Sta bella. Quindi bisogna sapere di tutti un viaggio in inferno. Nadaleno l'ha scritto dopo a Coliseo. Prima l'ha scritto Coliseo e dopo Nadaleno l'ha risposto, poi ha cercato di spiegarmi perché. Allora, Nadaleno, il Coliseo comincia così. Dice, dall'inferno, caro santo, ti scrivo questo cartello per farti conoscere intanto lo stato del confratello che soffre sospirello langue versando lacrime e sangue. E Coliseo che chiude l'inferno, dopo spiega tutto ciò che ha visto l'inferno, ha visto tanta gente, tanti... E quella che manca qui, perché l'hanno scritta, ne manca una, quella che manca è caro santo, saperete, ovvio che mi resta impresso, fu di riscontrare un prete condannato per il sesso a pagare in Sempiterno, a passare in Sempiterno dura vita nell'inferno. Questo e dopo, allora, come lo ricomincia, Nadaleno quando ha visto una terra montana, perché dove scrive una terra montana e qui quando Prudo dice a Coliseo, tu peccaste mi fu detto scrivendo alla Ramontana, criticando il cabinetto d'una maniera profana, così ti ero per pena 50 anni di catena. E dunque Nadaleno dopo dice, e gli risponde, ne faccio un'altra, e gli dice, scrive Donna Santo, casa sua, dice, caro santo avete inteso che tornato dall'inferno ora io avevo compreso che di sorte c'è interno di chi prescritto aveva lasciato a chi entrava o Padre Eterno. E portanto Coliseo, perché uno mucho astuto, ciò che non era vi fatto io, dimandando grazie a Pluto, così si era ritornato che lo sia avvenuto. Ma Pluto ha detto a Coliseo che non parlassi mica ciò che si passava all'inferno. Allora Nadaleno prima di contare ciò che lo racconto, di scrivere ciò che lo racconto Coliseo, dice, allora dice a Coliseo, un nostro amico, può darci qualche ragione di quell'usistimo antico che parlato a Cuprudone e credo che di queste cose ne avrà condizione. Mi sono portato in corti espresso per domandarlo come stavano i morti, se vanno a piedi o a cavallo, se è vero che l'inferno si soffre da Montugallo. Poi io mandai di Wabu e si è visto a Babone, ma non da mi uria a capo, che promessa a Prudone di giocare a visto in inferno d'un danno in relazione. Alla fine un tel favore, amico come Nosimus, sotto parola d'onore di non palisare con Nimo, è stato così pure accordato dicendosi per primo. E così che Nadaleno spiega, dice ciò che Coliseo l'ha detto che l'ha visto in inferno. E a fare in un'altra forma, ma è sempre di stesso, ha visto i brevetti, sottobrevetti, i consiglieri, a volte. Ma Coliseo mette a segno il nome di ciò che ha trovato l'inferno. E mettono dopo, mettono tutto ciò che l'hanno visto
Allora, Coliseo è la vista, la sua poesia, e Nadaledo, la sua poesia, racconta ciò che ha visto Coliseo. Alla fine Coliseo riconosce che Nadaledo era più importante L'ultima di Coliseo, l'ultima di Nadaledo dice così, perché ha domandato grazie a Plutone, e Plutone gli disse: Plutone così mi risponde, presto sarai liberato, ma questo conviene nasconde, a Nemo sia balisato, così dunque se volete, tu mattina avverterete. Disse parterai domani e poi miete nel grugno, con quelle infiarate mani, un spaventevole pugno, e mi porto caro amico all'amato sui occhi. E dopo hanno altro Nadaledo Pinco e Coliseo hanno fatto una tramontana, scrivevano sai, ma Coliseo era stava a Marsiglia, era campava a Marsiglia, Pinco campava a Pianeto e Nadaledo non sono lì noi. Io ho avuto un giorno, tanti anni fa, l'anno 90, che era Benedetto Zarucchi, che era un nipote, e ha fatto una ricerca di tutti che l'hanno subito in famiglia, e c'era un pacchetto così, una maestranza che l'ha fatto con me, era bellissima, ma 2 o 3 anni dopo Rocco Moltedo, che ha fatto lo stesso, ha fatto sotto sulle busti per completa sia un modo ciò che lui ha detto Benedetto e ne metteva più, eccetera eccetera. Voilà. E poi faceva i commenti, un'inchiesta, nata Coliseo e compagnia. Ma c'è un coso, c'è un affare che non mi ha ripigliato Nadaledo, e che quando Luigi, perché quando il coso Coliseo li parla così girando e ben presto visi un spazioso anco infiarato come un testo dove c'era busaranco per pagare con giusti vini a morte e vincesini. Ma Vincesini era esagerato, ma Nadaledo di Vincesini non ne parla mica, parla di Gombo, quando Coliseo dice all'interno si vedeva una galera di piombo piena d'acqua che bullia, perché lo si lava i combo, carico di infamia e credi contro le chiese di preti. Di combo ne parla Nadaledo, solo che non parla è di Vincesini. C'è qualcosa da sapere. Merci beaucoup. Nous allons arrêter là, nous sommes obligés de rejoindre notre cinéma.